Dans les titres de l'actualité cette mi-journée sur Canal 3 Bénin, une nouvelle boussole pour l'élaboration des politiques publiques au Bénin. Justement, il s'agit d'un guide méthodologique conçu pour renforcer la cohérence de l'action publique et orienter les gouvernants dans leurs interventions. Le document a été officiellement lancé dans l'après-midi d'hier lundi à Cotonou. Le compte rendu de la cérémonie de lancement officiel dans un instant. Nous parlerons aussi de la gestion améliorée de l'hygiène menstruelle. La question est au cœur, sinon au centre d'un atelier de formation des formateurs ouvert hier lundi à Cotonou, une initiative de l'Agence nationale des soins de santé primaire financée justement par le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et assainissement, nous dirons Ingrid Day et Ouliat Sanoussi. Il sera aussi question d'un club service, le Lions Club pour être précis. Les clubs Lions de la zone 3 ont reçu un hôte de marque en fin de semaine dernière. Il s'agit du gouverneur du district 403A4 2020-2021. Morita Alabi Adebayor Alabio Latundi est allé s'enquérir de l'état de santé des clubs, sinon de ces clubs, ainsi que des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Imet Elena Moussou nous en dira davantage dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue aux 13h. Le Bénin s'offre une nouvelle boussole pour l'élaboration de sa politique publique. Il s'agit d'un guide méthodologique conçu pour renforcer la cohérence de l'action publique et mieux orienter la gouvernance, les gouvernants dans leurs interventions. Le document a été officiellement lancé dans l'après-midi d'hier à Cotonou au sein du parterre de personnalités présentes pour la circonstance, deux membres du gouvernement. Le point avec Ouliat Sanoussi. Voici le nouvel outil d'appui dont dispose le Bénin pour la planification de ses choix de développement. Il s'agit du guide méthodologique d'élaboration des politiques et stratégies. Un document de 165 pages conçu pour renforcer la cohérence de l'action publique. Une version actualisée et enrichie du guide qui tient compte des orientations du Plan national de développement 2018-2025, des directives de la LOLF et des thématiques transversales que sont le genre, le changement climatique, l'emploi et la transformation digitale. Des thématiques articulées autour de 4 chapitres qui intègrent la prise en compte dans les systèmes de planification, de budgétisation et suivi-évaluation des politiques et stratégies. L'élaboration, elle, a bénéficié de l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, dont la représentation au Bénin salue une avancée en termes de développement. En effet, l'adoption de l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable, ODD, exige un changement qualitatif dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques au niveau des pays, et cela pour permettre d'atteindre des résultats tangibles. À cette cérémonie de lancement officiel, 2 membres du gouvernement. Ces derniers ont surtout rappelé les exigences de ce document pour les ministères sectoriels. Premièrement, s'inscrit dans la mise en œuvre rigoureuse du PND et de ses documents d'opérationnalisation, je parlais du PAG, du PC2D. Deuxièmement, d'aligner les stratégies aux directives de la LOLF. Et troisièmement, d'intégrer suffisamment le genre, l'emploi, le changement climatique et la transformation digitale. L'opérationnalisation du guide méthodologique favorisera la mise en œuvre des stratégies nationales de développement en permettant de renforcer les cadres de gestion participative des politiques et d'accroître les capacités d'élaboration des stratégies nationales de développement et des politiques. Cette opérationnalisation a été adoptée le 12 février 2020 en Conseil des ministres. Voilà, en somme, un outil qui va permettre aux gouvernants d'élaborer, bien sûr, les politiques publiques. Parlons politique maintenant avec l'organisation de l'élection présidentielle de 2021. Pour cette échéance, il est prévu, et vous le savez, l'actualisation du fichier électoral qui est en cours actuellement d'ailleurs. Et les listes sont déjà affichées dans les arrondissements et les populations en sont invitées à les consulter pour
d'éventuelles corrections. Cette mi-journée, nous allons faire une escale à Boïkon, ville située au centre du pays, pour constater justement cette opération. Et il s'agit surtout de voir comment les corrections à apporter, une opération qui s'étale surtout sur 21 jours. Le constat est signé ici, Imet Elena Mousso. Le processus est enclenché depuis un moment. L'actualisation du fichier électoral national est entrée dans sa phase active. La liste électorale permanente informatisée est affichée depuis quelques jours aux endroits indiqués sur toute l'étendue du territoire national. À l'instar des citoyens des autres villes, ceux de Boïkon sont aussi invités à consulter les listes dans les centres de vote. L'objectif est de collecter les requêtes relatives aux erreurs matérielles et données personnelles telles que le nom, les prénoms, la filiation, le domicile et la profession. Les chefs quartiers ont été plus impliqués que cela se faisait. Aujourd'hui, les chefs quartiers sont invités à aider la population, ceux qui n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste, ceux qui n'ont même pas eu, ceux qui ont eu une interférence de photo, c'est-à-dire une autre photo est à sa place, ceux qui ont demandé des transferts qui ne se sont pas réalisés. Nous avons un cahier à notre disposition où ces différents cas sont recensés. Ceux qui n'ont même pas eu leur carte LEPI avant, on nous a instruit de les prendre en compte. L'opération de toilettage de la LEPI ainsi lancée va se dérouler en plusieurs étapes. Elle s'étale sur plusieurs mois. La phase d'affichage répond aux exigences de la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Pour la réussite de cette phase, les chefs quartiers et autres élus locaux sont associés. Ils ont pour mission d'informer les populations et de s'assurer des conditions de sécurité autour de la liste. Nous, on a cherché un tableau sur lequel nous avons installé ces listes. Nous avons numéroté de 1 jusqu'au nombre de feuillets qui se trouvent dans nos quartiers. Ça permettra aux intéressés qui vont arriver de bien se retrouver. Il y a quelques endroits où les enfants déchiraient toutes les choses là. Et on avait exhorté les sécu surtout de mettre ça sur des tableaux d'affichage pour que les soirs ils puissent les faire rentrer. De temps en temps, je passe pour leur demander comment les choses ont été faites. Ils m'ont montré leurs cahiers, comment les choses sont faites. Donc je crois qu'il n'y a pas trop d'inconvénients à ce niveau-là. Donc le travail est bien fait et je suis le travail avec eux. Je passe de temps en temps pour le voir et ça marche très bien. Pendant 21 jours, les populations sont appelées à la vérification de la conformité des données, faire des corrections en cas de besoin, s'inscrire en cas d'omission et procéder à des transferts en apportant la preuve. Le processus va permettre à terme de produire une liste électorale consensuelle, participative et fiable qui garantit à tous les citoyens en âge de voter le droit d'accomplir leur devoir civique. Tout à fait. Un exercice prévu pour faire en 21 jours. Sur tout un autre plan, la question de la gestion améliorée de l'hygiène menstruelle est au cœur d'un atelier de formation des formateurs qui se déroule depuis hier lundi à Cotonou. Une initiative de l'Agence nationale des soins de santé primaire financée par le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et assainissement. Le compte rendu de Ingrid Day et Ouliat Sanoussi. Sont réunis dans cette salle des acteurs du monde sanitaire, des représentants de différents ministères et des ONG locales et internationales. Venus de quelques départements du Bénin et de certains pays africains, ils vont pendant 5 jours renforcer leurs capacités en matière d'hygiène menstruelle. Les sessions que nous organisons, comme vous voyez, la tonne de sensibilisation, ça permet de démystifier et de briser le silence autour de la gestion des menstrues. On sait que la plupart du temps, du fait de la question taboue, les gens, les filles et les femmes gèrent de manière inappropriée les menstrues, causant des infections, parce que quand on cache ces serviettes dans des endroits humides, on les jette n'importe où, parce qu'on a honte de ces règles, qui est un phénomène naturel qui montre la vitalité de la femme, c'est un problème. Et maintenant, quand les gens sont sensibilisés au plus haut niveau politique et au niveau communautaire, les pratiques commencent à changer. Donc, le présent atelier vient former les formateurs nationaux qui seront des coachs pour former d'autres qui vont relayer l'information à différents niveaux jusqu'à la base de la pyramide sanitaire et dans les différents ministères sectoriels afin que cette intervention puisse
être mise à échelle. Cet atelier de formation des formateurs fait suite au dialogue des partenaires concernés par la gestion de l'hygiène menstruelle organisé en mai 2019. Il constitue l'un des axes majeurs issus de cette rencontre. Les participants seront également outillés sur la maîtrise des différents cycles menstruels. Pour promouvoir de bonnes pratiques d'hygiène menstruelle, briser les tabous liés à la menstruation, le gouvernement béninois s'est engagé à intégrer la gestion de l'hygiène menstruelle dans ses programmes en vue d'atteindre la cible 6.2 des objectifs du développement durable. Pour ce faire, il importe que les interventions des acteurs concernés par cette question soient coordonnées. La rencontre a connu la participation de plusieurs experts en santé et hygiène menstruelle venus du Sénégal. La représentante du Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et assainissement, Water Supply and Sanitation Collaborative Council, en abrégé WSSCC, a aussi participé à cette formation via visioconférence depuis Genève. La première journée de formation s'est soldée par la visite d'un laboratoire installé pour la circonstance sur les lieux. Ici, les différentes étapes de gestion de l'hygiène menstruelle sont expliquées aux participants. Voilà, c'était un compte rendu de Ingrid Deb présenté par Ouliat Sanoussi. Plan international Bénin associe les filles à l'élaboration de la mise en œuvre du projet Plan pour les filles. C'est à la faveur d'une série d'ateliers qui regroupent plusieurs personnes ressources, des tribunes d'échange, d'identification des causes profondes qui entravent le plein épanouissement des adolescentes et des jeunes femmes. Les assises se déroulent à Savalou et Glazoué dans le département des Collines, comme nous le disent ici Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudon. Glazoué, c'est la dernière étape d'une série de 4 ateliers initiés par l'équipe du projet Plan pour les filles. Ici, ce sont les filles membres du conseil consultatif de la commune qui sont conviées aux échanges. À travers ce creuset, elles vont identifier les problèmes qui entravent leur épanouissement, leur bien-être ainsi que la réalisation de leurs droits sur la base des consultations déjà effectuées. Elles vont aussi analyser les causes profondes qui expliquent l'existence de ces problèmes et proposer des actions qui aideront à les résoudre. Ce projet est innovateur parce que ça s'intéresse spécialement aux filles. Et toutes ces habitudes-là vont être abandonnées. Les conseils dont on nous donne, je les mets en pratique et je veux que tous les jeunes de Glazoué aussi puissent les mettre en pratique comme moi et qu'il y ait de développement dans la commune. Les filles ont émerveillé parce qu'elles ont dit tout ce qu'elles avaient dans le cœur. Elles ont parlé de tous les blocages, toutes les situations qui font qu'elles n'arrivent pas à progresser, aussi bien dans le domaine de l'éducation, à plusieurs barrières liées à la protection, à la santé sexuelle et reproductive et à l'autonomisation économique. Les ateliers de priorisation représentent une phase importante de la mise en œuvre du projet Plan pour les filles. Il est financé par Affaires mondiales Canada et vise à s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité et de la marginalisation des adolescentes et jeunes femmes au Bénin, en faisant d'elles les agents de leur propre développement. À cet effet, les responsables comptent sur l'implication et l'engagement de diverses autorités pour l'atteinte des objectifs. L'approche tient à cœur à l'organisation Plan international Bénin, dont la stratégie mondiale d'ici 2020 est d'agir pour que 100 millions de filles puissent apprendre, diriger, décider et s'épanouir. Une vision partagée par les maires des différentes villes dans lesquelles le projet est exécuté. Nous pouvons déjà vous rassurer, du côté de l'administration, que nous ne ménagerons aucun effort sur quelque plan que ce soit pour vous venir en aide, pour vous accompagner. C'est le moment, plus que jamais, que vous preniez la décision de renverser la tendance. Vous avez chacune des talents et de grandes aptitudes. Vous ne devez plus laisser personne vous faire penser le contraire. Quant à moi, mon accompagnement et celui de mes conseillers vous sont déjà garantis
et ne fléchiront pas. Diverses activités sont prévues pour meubler cet atelier de priorisation qui a duré 3 jours. L'étape de Glazoué fait suite à celle de Banté, Dassa et Savalou. Tout à fait. Du département des collines, rendons-nous dans le Mono. Ici, nous allons parler de la fin du séminaire national sur le harcèlement sexuel en milieu de travail. Les travaux ont été clôturés samedi dernier après 3 jours de réflexion autour de cette problématique. Une initiative du réseau des femmes syndicalistes du Bénin qui a réuni des femmes des 6 centrales et confédérations syndicales du pays. Précision, Geoffroy Mentan et Florent Dehaut. Ce rendez-vous entre femmes syndicalistes élargi à quelques hommes syndicalistes s'achève sur cette note de joie, de gaieté et d'engagement pour une meilleure protection de la femme en milieu du travail. Durant 3 jours, en effet, dans cette salle de conférence, le Borgou, de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, ces acteurs du monde syndical, sur initiative du réseau des femmes syndicalistes du Bénin, RFSB, ont mené des réflexions et ont été formés sur le harcèlement sexuel en milieu du travail. Cela nous a permis d'établir un plan d'action qui nous permettra d'aller de l'avant dans le processus qui doit nous amener vers la ratification de la Convention 190 et sa recommandation 206. Alors, chères sœurs et frères, je souhaite que nous soignions et que nous nous rendons disponibles pour être permanemment dans le processus vers lequel nous allons. Les travaux ont été meublés par des communications. Il s'agit entre autres de harcèlement sexuel en 10 questions, le harcèlement sexuel au travail au Bénin et la loi 2006. Les victimes peuvent-elles compter sur le droit? Impact socio-économique du harcèlement sexuel en milieu du travail et la Convention 190 et la recommandation 206 de l'OIT, contenu et porté. La Fondation Freddy Chebet, par ma voix, vous remercie et est heureuse d'avoir été associée à ce séminaire. Durant ces 3 jours, vous avez sans faux fuyant mis sur la table les préoccupations des femmes et des personnes vulnérables sur le phénomène du phénomène du harcèlement sexuel. Vous avez diagnostiqué les freins tels que les pesanteurs sociologiques. Vous avez élaboré des stratégies pour amener les décideurs politiques à s'engager avec vous pour mettre un terme au harcèlement sexuel en milieu du travail, surtout au Bénin. Je vous prie de restituer les connaissances acquises à vos camarades qui n'ont pas pu participer à ce séminaire, surtout les stratégies pour sensibiliser nos sœurs qui sont victimes à pouvoir utiliser les différents mécanismes de dénonciation dont nous avons parlé ici dans cette salle. Les participants à ce séminaire national sont issus des 6 centrales et confédérations syndicales du Bénin. Selon la présidente du RFSB, les fruits de cette rencontre seront visibles dans les prochains jours sur le terrain. Elles seront donc attendues. Autre volet de l'actualité avec l'Alliance Club de la zone 33 qui ont reçu la visite d'un hôte de marque en fin de semaine dernière. Il s'agit du gouverneur du district 403-4 2020-2021. Maurice Alabi Adebayor Alabi Olatunji est allé s'informer sur la vie et les activités de ces clubs ainsi que les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Un état des lieux à l'issue duquel des conseils ont été prodigués aux clubs de la région. Imet Elena Mousso. Honneur et privilège pour le gouverneur du district 403-A4 2020-2021 du Lions Club International. Maurice Alabi Adebayor Alabi Olatunji était en visite à Boycon ce week-end chez les clubs Lions de la zone 33. Avant de démarrer les différentes rencontres inscrites à son agenda, l'hôte du président de zone Cyril Leke est d'abord allé présenter ses civilités au maire de la ville Carrefour. Ce qui m'a impressionné dans votre présentation liminaire de Lyon, c'est la similarité qu'il y a entre ce que vous êtes, toutes vos dimensions prises en compte, et ce que nous sommes, politiques. Vous avez dit que votre action s'inscrit dans la trilogie amitié, fraternité et solidarité. Vous venez de résumer ainsi la mission d'un maire. Donc soyez les bienvenus.
De l'hôtel de ville, l'ami gouverneur Olatunji est allé échanger avec ses amis lions des clubs Abomey le Pélican, Boycon les Bananiers et Dassa les Collines. À l'entame de la séance, Cyril Leké a fait aux visiteurs un résumé des difficultés de rencontre, de cotisation et d'action des clubs lions qui composent la zone 33. Des détails relatifs à la situation financière et administrative de chaque club ont été apportés par les présidents de ces clubs. Les problèmes auxquels nos clubs sont confrontés sont pratiquement les mêmes, à savoir l'absence de la plupart des amis aux AGS, aux différentes activités Lyon, le non-paiement des cotisations statutaires de certains amis, les manques d'œuvres. Mais pour t'accompagner tout au long de ton mandat, cher ami gouverneur, mon équipe a pris les taureaux par les cornes en expliquant de long en large le programme du président international et le tien au cours de mes visites avec les clubs et aussi au moment du premier CCGD. De l'analyse du gouverneur et des membres de sa délégation ressortent plusieurs observations, des orientations, pistes de résolution et aussi des conseils ont été donnés afin que les différents clubs continuent par apporter des services de qualité et à fort impact aux communautés qui sont dans le besoin. J'ai pu écouter les officiels sur l'état de santé de leur club. Des conseils utiles ont été donnés et nous avons reçu des promesses que ces conseils seront mis en application. Nous avons aujourd'hui pu donner force et vigueur à un club qui était déjà radié de la liste des clubs du Bénin en la personne du club Abomey, cité royale. Intronisé roi de la zone 33, Mourita Alabi Adebayo Alabi Olatunji repasse satisfait. Les échanges de fanions selon les amis lions rapprochent davantage la zone du gouverneur à travers le slogan « Enthousiastes dans l'amour altruiste », ces lions entendent accentuer les formations, accroître leurs effectifs et multiplier les services dont les domaines de prédilection sont la préservation de la vue, l'environnement, la lutte contre la faim, le diabète ainsi que le cancer infantile. Direction Nati Tengu pour le magazine de cette édition. Le document traite des réalités inconnues du métier de taxi-moto, du métier de conducteur de taxi-moto. Je voulais dire, au-delà du travail bien connu de tout le monde, eh bien, ces conducteurs de taxi-moto ont d'autres cordes à leur arc, toujours dans l'exercice de leur travail. Il y en a qui font des contrats avec des particuliers et de fait sont disponibles à tout moment et pour tout service moyennant un petit salaire à la fin du mois. D'autres, et c'est là où ça paye bien, sont spécialisés dans les déplacements secrets vers les hôtels et autres auberges, surtout la nuit. C'est une enquête réalisée par Régis Hippolyte Agossou et Abdou Sabidrissou de notre antenne régionale à Takora Donga. Suivez. La pratique est courante à Nati Tengu et finalement, presque tous les parents d'élèves et d'écoliers y font recours. Des conducteurs de taxi-moto abonnés à des familles pour amener les enfants à l'école et aussi les ramener à la sortie. Généralement, au début de la rentrée, on se sent parfois obligé de recruter un transporteur, communément appelé Zémidjan, pour amener les enfants à l'école parce que les parents, on n'est pas toujours là. Parfois, tu es occupé au service, tu oublies d'aller chercher l'enfant. Donc pour éviter tout ça, on se sent obligé d'engager un Zémidjan pour assurer le transport des enfants. Bon, parfois, il y a les parents qui nous appellent pour nous proposer ce genre de métier. On ne refuse pas, on va, mais c'est une entente souvent. C'est donc des négociations qui varient selon les distances et surtout selon l'affinité entre les deux parties. C'est celui qu'on connaît, qu'on prend pour amener les enfants à l'école. Je me base beaucoup plus sur celui que je connais et pour mesure de sécurité, avant de faire un contrat avec lui, je fais des recherches, j'identifie sa maison, je connais ses parents et je lui fais signer un engagement à la police. Je prends toutes ces mesures de prudence-là, d'abord pour la sécurité de mes enfants et pour avoir le cœur un peu dégagé. Dans tout ceci, le prix varie d'un parent à un autre. Pour nous, notre maison n'est pas loin. Donc, à la fin du mois, on lui paye 6 000. Moi, je suis pratiquement à 600 francs par jour, fois les 5 jours de la semaine.
Maintenant, ajouté à ça, moi, mes enfants vont au club de karaté les week-ends. Donc, pratiquement, ça me revient à 3 800, 4 000 la semaine. Si on calcule, des fois, ça peut nous donner du 8 000 à 20 000. Mais les parents, quand on les fait la somme, ils disent non. Compte tenu des connaissances, souvent, ils nous demandent souvent pardon et c'est comme ça on les réduit. On peut les amener ça à 10 000 comme 15 000. Des contrats qui n'aboutissent toujours pas à cause des mésententes liées à plusieurs facteurs. Vraiment, c'est un travail un peu compliqué. Tu dois toujours être aux côtés de son enfant. Donc, tu es même privé de faire tout ce que tu veux. À la fin du mois, c'est pour te payer encore, c'est un autre problème. On se dit encore, si tu as manqué une fois, donc elle va prélever. Nous sommes toi-même, tu es découragé. Tout ça, là, ça a laissé que moi-même, finalement, quand quelqu'un me propose ça, je dis non. Ce qui rapporte néanmoins à ces conducteurs de taxi-moto de Nati Tengou, ce sont les clients de la nuit. Un véritable commerce. Bon, dans la nuit, bon, c'est une heure qui est risquée d'abord pour nous. Mais dans la nuit, on gagne plus. Il y a une heure à partir de 23 h, c'est de 200 à 300 jusqu'à 500 que nous on prend jusqu'à 1000 francs. Mais ça dépend. Si quelqu'un va te commander de l'hôtel, tu passes, il t'appelle. Ou bien dans la journée, tu l'avais pris, il prend ton numéro pour te mettre en mission dans la nuit d'aller chercher une personne pour l'amener. Bon, on le fait aussi. Là, le prix, on prend souvent 1000 francs comme 500 aussi. Il te prend dans la journée. Mais après, tu te dis qu'il va t'appeler, tu vas venir à tel endroit pour me chercher. Ou soit tu vas, tu l'amènes, fini. C'est à lui maintenant de te donner un numéro, d'aller prendre la personne. Or, au même moment, ces gens-là sont souvent mariés et on les connaît souvent. On connaît leurs femmes. Des fois, c'est l'homme qu'on prend pour amener dans le belge. Maintenant, il nous envoie maintenant d'aller chercher une copine. Prendre la copine, on prend, on l'amène. Donc là, même si on dit n'importe quel prix, si lui-même il t'a reconnu d'abord, il te paye bien. Il peut te donner 2000 pour que tu gardes le secret. J'avais amené une fille à l'hôtel et elle m'a dit que de ne pas dire à son mari que je la vis ici. On s'était entendu sur 200 francs. Elle m'a remis 500 pour dire de ne plus parler de ça, pour que son mari va oser gronder sur lui. De potentiels greniers à secret, ces conducteurs de taxi-moto de nuit en profitent aussi parfois pour se faire illicitement de l'argent. Il y a les gens qui viennent, comme les étrangers qu'on ne se connaît pas. Tu le prends dans la journée, le soir il t'appelle, tu vas. À lui maintenant de te mettre en mission, que d'aller le chercher, que tu ne connais pas où lui peut trouver une fille. Une fois, quelqu'un m'a mis dans ce genre de mission d'aller le chercher une fille. Moi, il n'a pas refusé. Arrivé, bon, moi, il a joué quand même. J'ai arrêté une fille, elle a dit de communiquer avec le boss. Donc, c'est comme ça qu'elle a pris le portable, elle a communiqué. Quand il a donné ça fini, elle a parlé d'un portable. Il était d'accord qu'il n'a qu'à venir prendre l'argent, venir la donner. C'est qu'elle peut s'échapper de la maison pour venir, ils vont se voir. Arrivé, il m'a remis les 10 000 francs. C'est comme ça que moi, j'ai mis aussi mon numéro au jour. Et j'ai pris mon chemin, je suis parti. Plusieurs situations du genre se gèrent au quotidien entre les émigrants de Nati Tengou et leurs clients, habituels ou circonstanciels. Chacun y trouve sûrement pour son compte et voilà surtout pourquoi ces différentes pratiques continuent dans la cité de Nantou. Vous l'avez compris, ces conducteurs de taxi-moto sont de véritables greniers à secret. Ainsi va l'actualité cette mi-journée sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Le prochain rendez-vous de l'actualité, ce sera à 16 h avec le bulletin d'information. Moi, je vous retrouve demain mercredi, si Dieu nous prête vie. Bon appétit.